on rentre dans le tunnel et le mec de la sécurité me dit ce petit, il n'y a pas de souci, on le protège. Alors Jean Petit, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Première question toute simple, comment vous allez déjà et qu'est-ce que vous devenez aujourd'hui? On a un petit peu perdu le contact avec vous ces dernières années. Qu'est-ce que vous devenez aujourd'hui? Alors, première chose, c'est que je vais très bien. Je n'ai pas été touché par ce fameux virus. Et santé va bien. Et qu'est-ce que je deviens? J'ai arrêté avec les pros il y a 4 ou 5 ans, je ne me rappelle plus. Et j'ai un ami qui est président de l'ASM féminin qui m'a demandé de l'aider à être un petit peu le relais avec le palais, etc. Voilà, donc je suis avec, enfin je suis, pour l'instant tout est arrêté, donc je suis avec l'équipe féminine. Oui, j'imagine qu'il n'y a pas eu beaucoup de matchs en plus avec l'équipe féminine actuellement. Non, on n'a pas eu de chance parce qu'il y a 2 ans, on est en 3e division amateur. On devait faire les barrages et puis il y a eu le confinement. Et cette année, on a fait 4 ou 5 matchs, 5 matchs je crois, et ça s'est arrêté. Donc j'espère que l'année prochaine, on fera une... Parce que bon, il faut vite grimper pour que les subventions et pour qu'on puisse avoir une bonne équipe, quoi. Oui, effectivement, mais j'ai vu que ça bossait dur en tout cas. Ça bosse dur. Voilà, Thomas nous a bien expliqué et c'est vrai qu'il nous avait largement détaillé le plan qui était en place et voilà, on sent que avec le soutien de la princesse Stéphanie aussi. Qui était exactement, parce qu'avant on n'avait pas de président ou présidente d'honneur et donc bon, on voulait avoir quelqu'un qui puisse vraiment nous appuyer. C'est grâce à vous, ça. Oui, mais bon, comme on connaît avec le président M. Couffet, Pierre Couffet, la principauté, donc on a dit bon, on va essayer d'avoir la princesse pour nous soutenir dans cette démarche. Alors du coup, première question pour revenir un peu sur votre carrière de joueur. Quand vous arrivez à Monaco, vous arrivez en 69. C'est ça. Mais on a appris que vous appréciez plutôt cette équipe d'âge d'or un peu des années 60 de l'AS Monaco qui avait gagné 2 championnats, qui avait gagné 2 Coupes de France aussi. Comment on en vient à, quand on est toulousain, un adolescent à Toulouse, comment on se prend de passion pour une équipe comme Monaco qui est assez loin? Comment on fait comment on suit le club un peu à ce moment-là? D'abord, Toulouse tombe en faillite en 68 ou 69, tombe en faillite et ils ont fusionné avec le Restart de Paris. Et donc j'ai profité, et avant on appartenait au club jusqu'à 35 ans. Dès qu'on signait dans un club professionnel, même étant tout petit, on appartenait jusqu'à 35 ans. Donc eux voulaient récupérer les meilleurs joueurs. On jouait en division d'honneur, c'était la deuxième équipe entraînée par Juste Fontaine. Et donc j'ai dit, je ne veux pas aller à Paris. J'étais encore jeune. J'ai dit, je veux devancer l'appel de l'armée, et bien après je verrai. Mais j'avais vu déjà l'AS Monaco venir à Toulouse, je les ai vus jouer avec les Douys, les Kossou, etc. Et
déjà le maillot me plaisait. Pourquoi? Je n'en sais rien. C'est véridique, je n'en sais rien. Et l'équipe me plaisait, le jeu. Et je les ai vus chaque fois gagner à Toulouse. Donc une fois 5-0, ils ont fait une démonstration. J'ai dit, je veux aller là. Bon, après, d'aller là-bas et à être là-bas, c'est différent. Bon, il y a eu j'ai joué 1 an à Luchon avec Juste Fontaine. Et de là, c'est la frontière espagnole. On jouait en CFA. Et là, il y avait Luchon, c'était une cure thermale. Et là, il y avait un ami du secrétaire général qui est venu voir les matchs. Comme les dimanches, la cure était fermée, il est venu voir 1 ou 2 matchs. Et il est rentré, il a dit au secrétaire, putain, il y a mon petit joueur, quoi. Voilà. Alors, je suis venu ici, j'ai fait un match d'essai à Loli, au stade de Loli à Nice, contre l'Armée, avec des vieux, enfin des joueurs, des anciens joueurs que vous les connaissez plus, quoi, peut-être de nom. Et voilà, je suis resté ici, mes parents sont descendus, ils ont signé le contrat, je suis descendu ici. Parce que c'est ça, en fait, on a lu justement que c'est vos parents qui ont signé le contrat. Oui. Parce que vous étiez en service militaire. Ouais. Mais du coup, est-ce que vos parents en plus vous ont conseillé, guidé dans le choix? Non. C'était vraiment votre décision? Je voulais venir ici, donc j'ai devancé l'appel. J'avais fini les études de dessinateur industriel. J'étais à Sud Aviation à Toulouse. Donc les 3 ans, je devais rentrer à Sud Aviation où ils faisaient le Concorde. et bon, comme j'avais fini, j'ai dit bon, on fait tout, etc. Je choisis et puis je viens. J'ai dit s'ils me prennent, tant mieux. Parce que j'avais eu d'autres sollicitations comme Marseille, comme Saint-Étienne. J'avais été en stage à Saint-Étienne avec mon frère qui jouait dans la même équipe que moi. Mais bon, moi j'étais branché sur et Justo, entre parenthèses, il me dit va au Restart, puisqu'ils ont fusionné, va au Restart parce que tu fais un match de bon à Paris, tout le monde le sait. En revanche, il faut en faire 15 ou 20 à Monaco. J'ai dit, mais je vais aller là-bas. Et voilà. Et du coup, alors on l'a dit, hein, le Monaco du début des années 60, c'est une très grosse équipe, beaucoup de bons résultats. Ouais. Malheureusement, vous, quand vous arrivez, c'est une équipe qui est déjà un petit peu en déclin. Et notamment, quand vous arrivez, Monaco, c'est une équipe qui vient de descendre en 2e division. C'est plus tellement l'âge d'or du début des années 60. Exactement. L'équipe descend, il joue en barrage contre Angoulême. Alors, je ne me rappelle plus les résultats à Monaco et à Angoulême, mais le 3e match. Je crois que c'est le match aller gagné par Monaco, le 2e par Angoulême et le match d'appui. À Paris. Se joue à Paris. Paris. Et moi, je suis en première division, je suis à l'armée, je suis en première division. Après le match, je suis en 2e. Mais bon, il y avait des très bons joueurs, mais on n'arrivait jamais à plus ou moins à monter. Bon, ça a duré 2 ans, je pense, et puis après on est monté. Mais après, on a fait quelques allers-retours, jusqu'au moment où, en 77, quand on monte, qu'on est champion, que là, à partir de ce moment-là, on n'est plus descendu jusqu'à ce que la nouvelle direction arrive, quoi. Et votre intégration dans cette équipe, vous arrivez, vous êtes un jeune joueur, hein, du coup, en 69, vous avez même pas 20 ans, je pense, à ce moment-là. Comment ça se passe? Vous êtes le petit nouveau, l'équipe vient de descendre, vous arrivez tout de suite à trouver vos marques, que ça soit techniquement, que ça soit dans le groupe. Comment ça se passe à l'époque, l'intégration? Non, heureusement que je suis tombé sur un groupe d'anciens, comme les Casolari, comme les Forquerio, je ne sais pas si Rostani et tout ça, des joueurs presque internationaux. Ils m'ont assez bien intégré. Mais ils voulaient voir.
Aussi, parce que les anciens, au départ, ils ne vous donnent pas le ballon. Hein. À l'époque, ils ne vous donnent pas le ballon. Mais quand ils vous la donnent et que c'est rendu propre, etc., là, ils disent, tiens, bon, c'est pas mal. C'est eux, plus ou moins, qui m'ont aidé à dire, ensuite à me pousser avec l'entraîneur qui aimait plus les vieux que les jeunes. Et finalement, l'entraîneur, on était 5 jeunes, les 5 jeunes ont joué. Donc, malgré que c'était difficile à l'époque avec des anciens, ils nous ont, quand ils voient qu'on peut leur filer un coup de main, alors ça roule. Oui, parce que j'ai lu, c'était Robert Domergue à l'époque. Robert Domergue. Et j'ai lu qu'il était très dur avec vous. Très dur. Il vous reprochait de ne pas marquer assez de buts apparemment. Ou... c'était pas facile en plus parce que vous étiez encore en service militaire. Ouais, je faisais des allers-retours. La semaine, vous étiez dans un bataillon. Vous étiez à quel bataillon exactement du coup? Non, j'étais à Auch, à côté de Toulouse. Ah, donc tous les jours, toute la semaine, vous faisiez à chaque fois l'aller-retour. J'étais dans les parages, j'étais. Et vous vous entraîniez jamais quoi? Si, parce qu'on avait à l'armée, on avait une bonne équipe. On jouait le championnat de France de l'armée et on était arrivé en demi-finale. Donc on s'entraînait, mais pas comme dans un club. Bah, c'est surtout que vous vous entraîniez avec d'autres personnes et vous jouiez avec des personnes différentes le week-end, ça c'est complètement différent. Et quand en plus j'arrivais, je jouais. Pendant la semaine, Domergue ne me voyait pas. Et ça l'embêtait de me mettre, mais entre parenthèses, j'étais obligé de me mettre parce que je jouais pas mal. Les vieux, ils disaient, vous ne pouvez pas l'enlever, etc., etc. Donc, il y a eu un peu... Mais, au bout de l'année, il m'en a fait voir de toutes les couleurs. Hein. Au bout de l'année, j'étais stagiaire. Il m'a dit, écoute, comme il a été critiqué par les anciens et tout ça, donc il est parti. Il m'a dit, si tu cherches un club, tu peux venir là où je suis, appelle-moi. Donc il avait quand même changé un peu d'avis. Depuis le début, il était comme ça. Depuis le début, il était comme ça. Il était très dur, mais il était en avance sur la préparation physique, il était en avance sur le système de jeu, la tactique et tout ça. Il a entraîné l'équipe de France, quand même. Oui, donc c'était pas n'importe qui. C'était pas n'importe qui, mais dur. Dur. Et du coup, vous avez aussi vous avez connu un autre grand entraîneur, qui était Lucien Leduc. Oui. C'était, par rapport à Robert Domergue, c'était dans le même esprit, même philosophie ou complètement différent? C'était le jour et la nuit. C'est-à-dire que c'était un papa. Un papa. Quand vous aviez besoin de sortir un petit peu avec la femme ou n'importe quoi, avec les copains, etc., lui il venait garder la maison. Et alors à cet homme, on ne pouvait rien lui refuser. Quand il nous disait, bon, il faut faire ça, il faut mourir peut-être sur le terrain, comme c'était un excellent psychologue, en plus un entraîneur tactiquement très fort. Donc, mais physiquement, c'était pas, par rapport à Domergue, c'était le jour et la nuit. Mais comme on était toujours avec le ballon, les tennis-ballons et tout ça, on se maintenait en forme comme ça. Mais c'était un papa poule, qui faisait confiance au joueur, et le joueur lui rendrait bien, et il écoutait les joueurs. Alors moi j'étais capitaine, on parlait, j'avais l'impression que presque c'était moi qui faisais l'équipe, alors qu'il faisait comme il voulait, quoi. Je veux dire, c'était un rapport magnifique. Et il avait été entraîneur, champion en doublé 60-63, et avec nous, il faisait partie un peu des meubles, tout ça, et à un moment donné, quand ça n'allait pas, le président, je ne me rappelle plus, il a repris et on a été champion. On est monté et on a été champion. C'était Campora déjà 76 il arrive. Ouais, c'est ça. Et je crois que c'est Armand Forquerieux justement, qui oui, est là en Ligue 2. Armand Forquerieux, oui. Et qui effectivement est remplacé en cours de saison par Lucien Leduc. Là vous montez et ensuite champion. C'était un homme qui avait de l'expérience, quoi. Je veux dire, il avait entraîné à Marseille, tout ça, etc. Bon, il savait de quoi il parlait, donc on a été un petit peu...
Sur le plan tactique, puisque vous en avez parlé, Lucien Leduc, vous avez senti est-ce que vous avez senti l'évolution du football entre l'époque Lucien Leduc des années 70, tactiquement, et plus tard, quand vous avez connu Arsène Wenger, Didier Deschamps, vous avez senti que c'était plus, la tactique était beaucoup plus évoluée, beaucoup plus travaillée, ou c'était plus ou moins déjà... il y avait déjà une solide base avec Lucien Leduc? Il y avait, sans le faire exprès d'ailleurs, parce qu'on avait, par exemple, on jouait en 4-3-3 avec Lucien Leduc, et on avait un joueur qui était Raoul Noguès, qui jouait, on va dire, du côté gauche, ailier gauche à l'époque, mais comme lui, il jouait là où il y avait le ballon, donc on avait, sans le faire exprès, inventé le 4-4-2. Donc il a été obligé de faire avec les joueurs. C'est plus une tactique de joueur, enfin de joueur oui, des qualités des joueurs qui ont fait que devant il y avait Onis et d'Alger qui n'aimaient pas tellement revenir, etc. Donc eux, ils étaient en pointe. Et il y en avait un, comme Raoul, qui venait nous donner un coup de main au milieu, qui étaient des joueurs qui couraient et qui étaient pas mal, quoi. Donc finalement, ça s'est fait tout seul. Et on a retrouvé le 4-4-2 avec Arsène Wenger. Arsène Wenger, c'est 4-4-2. Donc avec des bons joueurs, on arrive, l'entraîneur, il arrive à... Avant ce titre de 78, les premières années dans les années 70 sont un petit peu difficiles pour le club, vous l'avez dit tout à l'heure, ouais. Pas mal d'allers-retours. Pourtant, il y a déjà des bons joueurs qui arrivent, il y a déjà vous qui êtes en place. Onis va arriver, d'Alger arrive, il y a Omar Pastoriza aussi, qui est un grand joueur de l'époque qui arrive. Ça semble pas cliquer tout de suite collectivement. L'équipe met encore quelques années à vraiment avoir des bons résultats. Comment vous l'expliquez ça? Bon, parce que c'est peut-être le fait de faire des allers-retours. Ensuite, on n'avait pas de centre. Ça a démarré, le centre de formation a démarré un peu plus tard, quoi, avec des garçons comme Tournier qui formaient les jeunes, avec Banide qui ont formé les jeunes, et donc qui arrivaient chez nous, ils étaient déjà nickel, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a eu des grands joueurs, mais moi j'ai joué avec des joueurs. Pastoriza, on avait fait un milieu de terrain, Pastoriza, c'était un des meilleurs joueurs en Argentine, qui est venu ici. Dogliani, qui est décédé, qui a joué à Paris, tout ça, un des meilleurs joueurs français. Et moi numéro 6, c'est-à-dire que 8, il y avait mieux, peut-être, et 10, il y avait mieux peut-être. Donc, pour se faire la place, c'était pas facile. Mais peut-être qu'on n'avait pas l'expérience aussi. On montait, on descendait, on montait, on descendait, on montait, on descendait. Mais on est monté avec ces gars-là, hein, avec les bons joueurs, avec Tarabini, avec Pastoriza et tout ça. Il me semble que c'était, que l'attaque marchait très bien pour le coup, mais que c'était plus la défense qui prenait beaucoup de buts, qui n'arrivait pas justement à essayer de gagner les matchs, de garder des résultats. Mais il y avait aussi des équipes adverses qui étaient très bonnes. Il y avait une dizaine d'équipes. Maintenant, le championnat se résume à peu d'équipes, quoi. Mais quand on allait à Angers, par exemple, qui était une équipe moyenne et tout ça, c'était super difficile. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Mais en plus, ils vous donnaient une leçon de foot, quoi, alors qu'on était dans les 4 ou 5 premiers. Il y avait Saint-Étienne, il y avait Nantes, il y avait Paris, il y avait toutes ces équipes. Et c'était pas facile d'imposer ce... Et puis bon, c'était un club, on va dire, qui n'avait pas encore fait le pas pour l'achat vraiment des joueurs pour se mettre à un très bon niveau, quoi. De temps en temps, on prenait une vedette,
comme Delio, puis comme Pastoriza, etc. Mais après, j'allais dire, pas des bouches-trous, mais des joueurs moyens, quoi. Jamais on est arrivé à... Et en 77-78, on a été champion, et après on est... Mais on a eu aussi... Il y avait la qualité, mais on avait aussi une chance inouïe, c'est qu'on n'a pas eu de blessés, quoi. Donc on a fait la saison à 13 ou 14, même s'il y avait eu beaucoup de matchs. Donc l'unité, elle s'est faite naturellement, quoi. Justement, 77-78, vous êtes champion après la montée en Ligue 2, en Ligue 1, pardon. Ouais. Ce qui n'était rarement arrivé, ou en tout cas quasiment pas. On n'a pas revu ça depuis, je pense, ou peut-être une fois. Strasbourg qui le fait. Strasbourg, ouais, quasiment fait. Ouais. Donc c'est vrai que c'est quand même un exploit assez incroyable. C'est votre meilleur souvenir que vous gardez de votre période en tant que joueur, ce titre-là de 78, avec on imagine une bande de copains, quoi, puisque c'est ouais. le trio avec Christian d'Alger, Delionis, vous les connaissiez depuis un paquet d'années. Il y a des Courbis qui arrivent, qui s'intègrent très bien aussi. Et Tori, bien sûr. Et Tori, qui sort du centre de formation, on est allé le prendre à Vichy, il vient, Chauveau se blesse, le gardien titulaire qui venait de Lyon, lui il rentre, une catastrophe à Bastia, pendant 20 minutes, et après c'est fini, quoi. Il a arrêté des billes. On gagne à Bastia, puis c'était fini. Gardon, Courbis, défense centrale, ils viennent, putain, ils arrivent à combler tous les déficits qu'on a vus avant, quoi. Ils se mettent là comme s'ils avaient toujours joué avec nous. Les quatre derrière, Vitalis qu'on fait revenir de... je ne sais plus où il était parti, il avait fait le centre avec nous, puis on l'avait ou à Tours, puis on l'avait repris, donc on ne savait pas qui joue. Correa, qui venait de, je ne sais pas qui il avait pris, du Paraguay. Bon voilà, quoi, ceux qui étaient là depuis, donc on a eu quand même 5-6 joueurs nouveaux, qui se sont adaptés, comme vrai, devant, c'est vrai que d'Alger et Oni, ça fait un moment qu'ils jouaient ensemble, mais on a eu quand même, à part qu'on a eu une bonne équipe, à part qu'on a eu de très bons joueurs, même des grands joueurs, on a eu beaucoup de chance avec le fait qu'on n'ait pas de blessés. Ce titre, pour vous, à ce moment-là, il doit être spécial aussi, parce que ça fait 9 ans que vous êtes au club. Ouais. Vous avez un peu tout connu avec ce club. Vous avez connu des années un peu plus compliquées sportivement. Ouais. Vous avez connu que ce club-là jusqu'à maintenant. Vous approchez la trentaine. Vous êtes capitaine. Ça doit être marquant, ce titre, à ce moment-là. Il doit être spécial. Oui, c'est une énorme satisfaction. Finalement, quand on est champion, après, on se dit, putain, bon... Heureusement qu'on est resté là, quoi, pour vivre cette aventure. C'était une aventure familiale, une aventure de copains. C'était un titre extraordinaire. Et des supporters, bon, pendant toute l'année, ils sont restés avec nous, mais à la fin du match, ils ont envahi le terrain, etc., etc. Ils ont mis les voitures à disposition. Ils ne nous ont pas permis de rentrer à la maison ou je ne sais pas quoi, faire le truc à bas. Ils nous ont mis dans des voitures et on a commencé à faire un tour. Alors, il y avait des voitures qui se suivaient. Et à un certain moment, moi, j'étais dans une voiture, je ne sais plus avec qui, au marché de la Condamine, on montait au palais. Et là, il y en avait, on croisait des gens qui redescendaient en voiture, tu vois. Ça faisait une queue incroyable. Ça sort d'où ces gens? C'était un truc exceptionnel. C'était vraiment... mais chaque fois qu'on a... maintenant, ça se fait moins, mais chaque fois qu'on a gagné quelque chose, parce qu'on a gagné la coupe aussi, en 80, il y avait les déplacements à Paris, et
les supporters nous ont beaucoup aidés, quoi. C'est pas parce que vous êtes là, je veux dire. Mais il y avait du monde. Il y avait du monde, ils nous suivaient et ils participaient. Il y avait aussi, j'ai lu cette phrase d'Ettori, peut-être que vous la partagez, mais en fait Ettori dit, après ce titre de 78, on a senti que le club se devait de gagner maintenant, que c'était fini l'ascenseur justement en Ligue 1, Ligue 2, que ça y est, maintenant Monaco devait vraiment gagner des titres. Est-ce que vous avez senti un changement même de mentalité à ce moment-là, avec ce... Oui, parce qu'il devait s'installer dans la Coupe d'Europe. On a dit, bon, maintenant, cette équipe va durer quelques années. Les jeunes qui étaient derrière nous, quand on jouait contre eux, des matchs d'entraînement le mercredi, on avait toutes les peines à les battre. Je veux dire, nous, on était champions, et eux, ils jouaient contre nous, avec les Amoros, les Bijota et tout ça, etc. Tous ceux qui sont devenus internationaux, il y en a 6 ou 7 qui... Donc, on sentait qu'il y en avait certains qui avaient joué, donc on sentait que derrière, ça venait. Qu'on allait prendre peut-être des super joueurs de temps en temps comme ça. On savait que ça allait suivre, mais... Et surtout, ce qui nous manquait, pour être bien en place, c'était la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe, moi, je l'ai faite une fois avant, c'était en Coupe des Coupes, on avait été en finale de la Coupe de France. 1974. Ouais, Saint-Étienne avait fait le doublé, donc ça nous avait permis de... Donc, on avait fait un ou deux tours, je ne sais pas. Vous aviez marqué contre Francfort. Ouais. On l'a vu. Il faut le retrouver, hein, parce que c'est... On va essayer, vous connaissez, il y a un site qui existe... C'est un but extraordinaire. 2-1, Monaco a le vent en poupe et presse Francfort sur ses buts, et à la 52e minute, le ballon va de Pastoriza à Onis, puis au capitaine Jean Petit, bien démarqué, qui fusille le gardien allemand. Mais apparemment, on a c'est le plus beau but de ma carrière. Ah oui. Ouais. Donc là, on n'arrivait pas. Et en 78, en plus, on fait les barrages. On a dit, putain, on ne joue jamais en Coupe d'Europe, on va même pas... Peut-être qu'on pourrait... Parce qu'on avait joué contre le Steaua Bucarest, qui était une grosse équipe. Et bon, on a dit, peut-être on ne va pas rentrer encore cette année. Alors, puis finalement, on est rentré. Bon. Oui, parce qu'en plus, si je vous coupe, pardon, mais je crois que le match aller, vous le gagnez. 3-0. Mais le match retour, par contre... 2-0, on a eu toutes les peines. Les Roumains, ils font ça 5-5-5, ouais. Et que Courbis, il commence à se dire, non, mais ils vont pas nous la faire à l'envers, quand même. Il y avait une peur à ce moment-là, quand même. Il y avait une peur. Et après, bon, on a gagné un peu plus de matchs, Coupe d'Europe. On a eu la chance d'être toujours plus ou moins dans les premiers pour faire des Coupes d'Europe. Donc après, ça s'est installé jusqu'à maintenant, quoi, je veux dire. Enfin, sauf la période. Oui, plus compliquée, récente, ouais. Mais jusqu'en 2005, par exemple, de Didier Deschamps, voilà, il y a eu une vraie continuité européenne. Ah ouais, continuité européenne et championnat. Oui, mais pour avoir l'Europe, il faut être bon en championnat. Là, vous nous avez parlé de pas mal de joueurs, vous nous avez présenté certains de vos coéquipiers, mais il y a un joueur dont on aimerait bien parler, c'est Jean Petit finalement, le joueur, puisque Jean Petit, tout le monde connaît à Monaco, mais pour les plus jeunes d'entre nous, vous êtes beaucoup associé à l'image de l'entraîneur adjoint, parce que c'est comme ça qu'on vous a connu depuis les années 80-90. Comment était Jean Petit le joueur? Quel style de joueur c'était? On sait que c'était un milieu de terrain, mais c'est plutôt un meneur de jeu, c'est plutôt un relayeur, c'est un milieu complet. Comment vous vous présenteriez? Vous n'avez pas joué ailier à un moment donné aussi? C'est-à-dire que j'ai joué à tous les postes, parce qu'au début, on avait le droit, je crois, à 2 remplaçants. Au début, tout à fait au début, pas de remplaçants du tout. Donc, sur le terrain, dès qu'il y avait je me rappelle avoir joué défenseur droit, parce que notre défenseur droit, il était tombé blessé. J'ai fait libéraux, derrière les latéraux. Au milieu de terrain, j'ai joué 6, j'ai joué 8, j'ai joué 10, j'ai joué ailier droit et même avant-centre. Donc j'étais un petit peu
au début, un petit peu l'homme à tout faire, parce que quand il y avait un remplacement à faire et tout ça, j'étais là. Mais après, bon, j'ai joué numéro 8, relayeur, parce que j'avais une bonne capacité physique. J'arrivais à, comme maintenant ils disent, à transpercer, faire le décalage. Peu de buts, mais dans la saison, c'était entre 5 et 10, c'était pas mal. C'était numéro 8. Numéro 8, après, j'ai pas joué beaucoup avec le numéro 10, parce qu'il y a eu des joueurs numéro 10 qui étaient spécialistes de l'époque. Il y a un joueur plus récent ou actuel auquel vous vous dites, tiens, ce joueur-là, il me rappelle moi quand j'étais joueur, dans les caractéristiques qui vous ressembleraient un petit peu? Je sais pas, c'est peut-être à vous de me le dire. Je courais, je pouvais dribbler, je pouvais faire des passes décisives, je pouvais marquer. C'est Lionel Messi, quoi. Ah non, Messi, non, je vois pas, parce que maintenant, comme par exemple les Vieira et tout ça, ils étaient costauds et tout ça, etc. J'arrive pas à... Ouais, peut-être des milieux complets comme des Kevin De Bruyne, des joueurs comme ça, qui, sans forcément comparer des niveaux, mais voilà, qui savent un petit peu tout faire au milieu. Peut-être. Voilà, de la passe, du but de temps en temps, couvrir des espaces, jouer un petit peu à des postes différents. On pourrait peut-être éventuellement... C'est-à-dire, j'avais une zone peut-être plus délimitée entre les défenseurs qui me donnent le ballon parce qu'ils savent qu'ensuite ça va aller, j'avais la passe en profondeur ou entre, donc j'avais cette zone-là, et quand on dominait, je pouvais aller dans les 18, jouer de la tête, c'était pas mon point fort, mais je pouvais aller. Bon, j'ai été meilleur joueur français, quoi, en 78, donc j'avais peut-être quelque chose, quoi, voilà. On a retrouvé un Sud-Ouest de 1979. On a un peu bossé quand même. C'est Gérard Soler, vous avez joué avec lui une année. Il disait, il venait de signer à Bordeaux, 79, et il a dit, Jean Petit, un gars épatant, sachant trouver les mots justes et qui aurait bien aimé lui aussi venir à Bordeaux. Alors c'est vrai, vous avez voulu partir? Non, parce que on va jouer à Bordeaux, et quelle année, c'est quand je il y a Redon qui me casse le péroné. Le péroné. Et comme directeur sportif, il y avait Kwekou, l'ancien joueur, etc., qui était à Bordeaux. Et il m'amène à l'hôpital. Et il me dit, tu voudrais venir à Monaco? Ça faisait un moment mais bon, j'avais des contrats, donc moi, les contrats, ça allait jusqu'à... Et j'ai dit, pourquoi? Il me dit, parce qu'on aimerait bien. J'ai dit, mais en plus, j'ai me casser, tu m'amènes. Je dis, un truc, et il m'amène, il y a le docteur qui arrive, il me fait une radio, tout ça. Et le docteur, il dit, rien de grave, c'est le péroné, ça va pas être long, il n'y avait pas de... Juste que ça se ressoude, tout ça. Ah, il me dit donc, pour l'année prochaine, il peut facilement... Ah ouais, d'ici 3 mois, il est là. Ils m'ont fait une proposition. Et moi, je vais voir Campora. J'ai dit, président, il y a eu ça, là. J'ai dit, est-ce que vous voulez me garder? Est-ce que vous ne voulez pas me garder? Je dis, je sais pas. J'ai dit... Elle me dit, Didier Kwekou, il a pris le téléphone, il a dit, écoute, m'emmerde pas, lui, il reste là. Je dirais. Non, mais il m'avait fait une proposition. Mais du coup, sur le... en allant me faire opérer, quoi, presque. Sur brancard. Mais du coup, vous n'avez jamais envisagé de partir ailleurs,
Même un challenge à l'étranger, bon, ça se faisait moins à l'époque. Ça se faisait moins, mais... Quelque chose qui vous attirait sinon, à part au-delà pour quitter Monaco, il y avait un autre club qui aurait pu vous intéresser? Ça s'est pas passé. J'ai jamais eu J'ai eu des propositions de Marseille, tout ça, etc. En France, ouais, mais en Espagne, peut-être qu'en Espagne, oui, parce que si ça avait été Barcelone, non pas parce que Messi, tout ça, c'est que mon père, c'est un Catalan. Mes parents sont de Barcelone. Et les enfants, on est tous nés en France, on est naturalisés, mais on est français, on est nés à Toulouse. Et lui, il a joué, mon père, en équipe B de Barcelone. Donc, s'il y avait quelque chose, c'était peut-être le cœur qui aurait parlé pour aller à Barcelone. Mais bon, à l'époque, ça partait pas. Hein. C'est Platini qui part à la Juve, mais... C'est Platini qui est un des premiers qui part, ouais. Parce que... Didier Six, après, ça se faisait. Et ça, ouais, lui, il est parti en Turquie, mais bon... Platini, c'est celui qui est... En Italie, c'est un des meilleurs clubs au monde à cette époque-là. Sinon, après, même pas les Henri Michel et tout ça, les Battenay, les Rocheteau, les Marius Trésor. Même à Amoros. Même à Moros. C'est plus tard, c'est vrai que même en 93, enfin 89. Après, il y a Platini, ça va être quasiment Papin, après, en grosse star quoi, qui va partir à l'étranger. Par contre, dans les années 90, là, ça va être... Papin, il avait fait... Bayern Munich d'abord, non? Non, Milan d'abord. Milan d'abord et ensuite Bayern, ouais. Il devait venir ici, là, Papin. Je crois que j'avais lu ça, ouais. Quand il était à Bruges, je sais pas quoi, Ouais. on l'avait contacté, enfin, je sais plus qui l'avait contacté, je crois que c'était Domer qui était devenu dans le recrutement. Et finalement, il avait été à Marseille. Il avait signé un papier, mais Marseille après, bon, et lui comme il voulait, malgré que... Il y a ce titre de champion en 78, il y a cette Coupe de France en 80. Ouais. Vous avez failli pas la disputer, enfin vous êtes blessé à une jambe, vous avez vous cassé la jambe je crois cette année-là. J'ai joué un petit peu blessé. Et bon, c'est Banide, le père de Laurent, et qui a dit, mais tu peux, je dis, pas de souci, je veux dire, mais il m'a dit, bon d'accord, parce que il savait plus ou moins que ma carrière allait en décroissant et que j'avais eu beaucoup de problèmes physiquement. Donc il a voulu que je termine un petit peu sur une bonne note. Bon, l'équipe n'était pas, c'était pas le Paris Saint-Germain, quoi, je veux dire, de maintenant. Hein. Donc je suis arrivé quand même à jouer et à lever la coupe, quoi, avec Giscard. Et M. Valéry Giscard d'Estaing qui remet cette troisième Coupe de France à Jean Petit. Voilà, Monaco jouera la vainqueur de coupe. La saison prochaine, Monaco remporte la troisième Coupe de France de son histoire. Et Didier, est-ce que vous m'entendez là? À vous Pierre, c'est à vous, comme vous voulez. Voilà, bah écoutez, moi je viens... Ce match, vous le gagnez 3-1. Il y a un coup franc de Donis qui est marqué sans que l'arbitre siffle le début de l'action, ce qui a fait énormément polémique à ce moment-là. Encore maintenant. Et encore un peu maintenant, effectivement. Et sur Facebook. Ah oui, et ce but, il n'a même pas été filmé, en fait. Parce que personne n'était prêt, l'arbitre n'ayant pas sifflé, personne n'était prêt, le but n'est pas filmé. Mais parce que bon, je ne sais pas pourquoi c'est revenu ce truc. Oui, moi je jouais pas jouer, j'étais supporter d'Orléans, etc. Vous nous avez volé, etc., etc. Bon, j'ai dit l'arbitre, j'ai dit voilà ce qui s'est passé réellement. Donc après vous me croyez ou pas. Et j'ai mis sur le truc. L'arbitre,
plus qui c'était un très bon arbitre, genre, style Vautreau, je ne sais pas si c'était lui. Et il nous dit avant le match, bon, pas de trucs, pas machin, etc., etc. Les coups francs, l'arbitre, vous pouvez jouer vite, sinon je siffle. Mais vous pouvez le jouer vite. Donc, moi, je rentre dans le vestiaire, je dis, voilà, le coup franc, attention, les défenseurs. D'abord, j'ai dit aux défenseurs, je dis, ils peuvent jouer vite. Je ne pense pas aux attaquants. Et il y a un coup franc, et Delio est là, paf, les autres, ils étaient en train de faire le mur, le truc, le machin, etc. Lui, il prend, paf, il marque. Et donc, ça a été, bon, ils voulaient quitter le terrain. Orléans, ici, il y avait le père de Valère Germain. J'ai dit, mais ça s'est passé comme ça. Ouais. On avait eu ce match, hein, justement. Mais du coup, on a vu aussi des coupures de presse où on disait on voyait beaucoup les titres La Coupe à Monaco, les bravos à Orléans. On a l'impression que déjà le but sur coup franc a été mal accepté et que on était déjà un peu dans la valorisation de l'équipe inférieure. Est-ce que vous avez l'impression que ce trophée, on l'a un peu dévalorisé, ou en tout cas que les gens ne vous ont pas rendu un peu plus justice, ou qu'on a un peu plus mis en valeur Orléans que Monaco à ce moment-là? Vous l'avez ressenti ou pas? Ouais, parce que bon, enfin, dans le match, il n'y a pas de souci, quoi. Je veux dire, tu gagnes 3-1, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, mais bon, les gens préfèrent toujours les petits. Ça dure depuis Anquetil, Poulidor, quoi. Je veux dire, mais bon, nous on l'a gagné, on était contents, et voilà. Je veux dire, mais ils nous ont un petit peu gâché la fête, quoi. C'est un peu l'impression que ça donne, effectivement. Ouais, bon, mais tant pis, quoi, je veux dire. 78, il y a un truc bien sympa pour vous aussi, c'est que vous allez disputer une Coupe du Monde quand même. Oui. La Coupe du Monde en Argentine, qui n'est pas forcément la plus connue aujourd'hui parce que l'équipe de France ne va pas passer le premier tour, mais c'est quand même le début d'une belle équipe de France sous Michel Hidalgo. Et vous faites partie de cette aventure-là. Oui, en plus, en 78, la dernière fois où l'équipe de France a été un mondial, c'était 66, je crois. Oui. Donc il y a eu un trou assez conséquent. Et nous, on se qualifie pour 78. Et on a la malchance, on avait une grosse équipe. On pouvait même arriver très loin. Le problème, c'est que on tombe dans le groupe argentin, avec tous les trucs politiques qu'il y a à la maison, la France et l'Argentine, etc. L'Italie et la Hongrie. Donc il y en avait deux qui sortaient. Mais en plus, dans le championnat, jusqu'à la fin, quand on est champion, il y a 2 ou 3 équipes qui sont encore là. Je sais que Nantes, jusqu'à l'avant-dernier match, on ne savait pas. À Nantes, il y avait 3 ou 4 joueurs, peut-être même plus, 4 joueurs, qui étaient sélectionnés. Nous, on était 2, d'Alger. Et tout ce beau monde, je ne parle pas des Stéphane Rossi, etc. Donc on était peut-être sur les 22, 11 des blessés comme Battenet, comme Trésor, tout ça. On n'a pas été dans les... On avait fini le championnat, on n'était pas... ils n'avaient pas prévu... on finit le championnat, on est parti au Touquet, et 3 jours après, on n'avait pas eu de préparation, quoi, le temps de récupérer. De suite, on a enchaîné la Coupe du Monde. Et ça nous a... parce qu'on avait une très bonne équipe. Vous vous souvenez de votre première sélection en équipe de France? La Russie, oui. L'URSS. Luxembourg, vous avez marqué contre le Luxembourg? Oui. La Russie, j'étais avec d'Alger, avec Christian. Et j'étais sorti à un quart d'heure à la fin. C'est ça. Et à la mi-temps, j'étais avec Hidalgo. Et il disait, bon, à la mi-temps, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème, etc. Alors, moi, je lève la main, et donc, il m'oublie, quoi, tu vois.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... J'ai dit, moi, quoi, j'ai un problème, c'est que je suis au milieu, donc je prends celui qui vient, quand je défends, etc. Mais quand il vient, quand il va sur le côté, je suis ou je ne suis pas. Il ne me répond pas, parce que quand il partait, moi des fois je le suivais, et on se retrouvait des fois 2 contre 1. Donc il y en avait un au milieu qui... Et c'est pour ça qu'il m'a fait sortir, parce que qu'au milieu j'allais plus aider du côté, donc je n'étais pas dans l'axe. Mais il m'a fait confiance après, parce que j'ai été sélectionné par lui, et j'ai fait ma carrière avec lui. Et justement, c'était un joueur que vous aviez admiré, justement. Il était à Monaco dans ces années 60. Hidalgo, oui. Donc ça faisait quoi d'être entraîné par quelqu'un qui vous avait sans doute marqué à l'époque? Non, moi j'ai toujours eu du respect pour l'entraîneur, que ce soit n'importe lequel avec qui j'ai travaillé, j'avais du respect. Et lui, c'est pas parce que il m'a sélectionné et que je le connaissais plus que d'autres, que je pouvais parler ouvertement. Je parlais ouvertement, mais ça avec du respect, quoi. Et je me rappelle que on a eu Kovacs comme entraîneur, l'entraîneur de la Roumanie, de l'équipe de France, etc., etc. De l'Ajax. Et lui, il ne m'avait jamais sélectionné. Et un jour, il vient à Monaco, et je joue avant-centre, et je marque, je fais un très bon match. Et puis rien, pas de sélection. Et un jour, il vient, et moi, je suis son adjoint. Je l'amenais, c'était un garçon, un homme super intelligent. Je regrette de ne pas l'avoir enregistré, quoi. Je veux dire, et à un moment donné, j'ai dit, putain, il faut que j'y demande. Alors ça a duré quand même longtemps. J'ai dit, mais monsieur Kovacs, pourquoi vous ne m'avez jamais sélectionné? Il m'a dit, pour dire qu'il était malin. Parce qu'il a traversé la crise de la Roumanie, les Ceausescu, tout ça, comme le pape. Il me dit, et lui, il avait Hidalgo comme adjoint. Il m'a dit, c'est la faute de Michel Hidalgo. Alors j'ai dit, mais c'est pas possible, moi je le connais. Il m'a dit, oui, comme il savait qu'il allait prendre ma suite, il t'a gardé comme là pour pas qu'on te découvre, au moins comme ça. Et la preuve, c'est que dès qu'il est passé sélectionneur, il t'a pris. J'ai dit, putain, alors oui, c'est vraiment... J'ai dit, je ne vois pas le fait que vous me sélectionnez ou pas, et que Hidalgo soit là, quoi, je veux dire. Il m'a dit, oui, il a été malin, il t'a gardé pour toi, pour lui, il t'a gardé. Il a fait une pirouette. Et dans cette équipe de France, il y a aussi un certain Michel Platini à cette époque-là. Vous avez côtoyé des grands joueurs à l'AS Monaco, on a parlé de certains numéros 10. Platini, c'était encore autre chose? Vous voyez tout de suite que c'est un joueur qui a une classe, une classe au-dessus, qui va faire une telle carrière derrière? J'étais avec... je suis toujours, mais j'étais bien copain, je faisais chambre avec lui. Bon, lui, il débutait, etc. Donc on a eu des trucs assez forts. On est allé jouer par exemple aux USA, et il me dit, Jeannot, monte-moi les sacs là, monte-moi le sac parce que j'ai un rendez-vous avec un gars de je sais pas quelle équipe, Cosmos, je crois, le Cosmos et tout ça. Je dis, pas de souci. Il me dit, je t'explique. Alors, et puis il remonte 2 heures après. Il me dit, putain, Jeannot, je suis dans la merde. Il m'a dit, il me propose, tu peux pas savoir ce qu'il me propose. Je crois qu'en plus avec Adidas, je crois qu'il proposait un pourcentage sur les ventes de maillots. Sur les ventes des maillots et tout ça. Alors 1% ou je sais pas quoi, un truc comme ça, mais c'est énorme. C'est Beckenbauer qui a fini Cosmos. Pelé, oui, Pelé. Oui, il voulait aussi Platini. Ah ouais. C'était plus jeune quand même. Et il me dit, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, écoute, tu prends tes valises et tu veux. En rigolant. Et là, à ce moment-là, nous, on était sur lui, Monaco, avec Campor, on était sur lui.
Et quand problème, il essaye de discuter avec lui, tout ça, etc. Mais il voulait aller à Saint-Étienne. Et on n'avait pas pu l'attraper. Mais ouais. Et c'est vrai que ça a été le départ de l'équipe de France aussi, parce que après il y a eu l'Espagne, 78-82, et puis voilà, après on a été un peu le départ, mais on avait dommage. C'est un regret. Vous jouez un match sur la Coupe du Monde, je crois. La Hongrie. La Hongrie. Et vous faites une passe. Vous êtes impliqué sur le premier but, je crois. Il me semble que vous avez un redoublement de passe avec, je sais plus. Berdol, non. Non, je sais plus. Janvion, je crois. Je sais plus. Et sans problème, Zambori. Encore petit, Janvion. Berdol là-bas, levez la main. Je vous décris les phases de jeu extérieures aux caméras pour vous permettre d'essayer d'imaginer ce qui se passe. Berdol, 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 Berdol et but Berdol. But Berdol, sans problème. Enfin, en tout cas, vous étiez passeur à ce moment-là. Et le premier match, je devais le faire. Le premier match, Hidalgo, c'est Platini, on jouait au tarot, on jouait aux cartes la veille. Il me dit, t'es nerveux? Je lui dis, pourquoi? Il m'a dit, t'as pas peur? Et de quoi? Et qu'est-ce que tu veux me dire? Il me dit, parce que demain tu joues. Parce que bon, Platini, c'est pour là, avec Michel, j'ai dit, ah, ça, super, génial. Et le lendemain, je ne jouais pas. Le problème, c'est que Hidalgo, donc il avait déjà choisi, il vient vers moi, il me dit, tu es en balance avec Jean-Marc Guillou, qui est un copain. Et il me dit, qu'est-ce que tu penses? Tout ça, j'ai dit, écoutez, Michel, si tu fais jouer lui, c'est pas grave, je veux dire. C'est un très bon joueur, je veux dire. Je comprends que, tu vois. Et Guillou dit pareil. Ouais, si vous faites jouer Jeannot, c'est pas un problème. Il le mérite aussi bien que moi. Seulement, comme Guillou, tout ça, ils étaient à l'UNFP, enfin l'UNFP, l'Union nationale, et qu'à cette époque-là, il y avait Hidalgo qui avait inventé l'UNFP. Il y avait deux ou trois gars de l'UNFP qui étaient venus en Argentine, dont ils ont discuté, et ils ont fait pencher la balance sur Guillou. Mais vous avez quand même joué une Coupe du Monde. Vous avez joué une Coupe du Monde. J'ai joué Coupe du Monde. C'est quand même pas donné à tout le monde. Avec des maillots bizarres, voilà. J'ai fait ce maillot. Oui, c'est vrai que c'était l'histoire des maillots qui se ressemblaient trop avec la Hongrie. Du coup, c'était un club argentin qui avait prêté un jeu de maillot, je crois. Ouais, Mar del Plata. Ouais. Un maillot vert. Vert et blanc. C'est ça, oui, effectivement, j'avais vu ces images-là. Ouais. Donc, vous disiez que la carrière commence gentiment un petit peu à décliner à ce moment-là. Mine de rien, la saison d'après, vous sortez une très grosse saison en 81. Vous marquez 10 buts en 37 matchs et c'est votre meilleur total. Ouais. Malheureusement, ça va s'arrêter quasiment après, la saison d'après. Monaco est champion en 82, mais vous êtes blessé, vous participez. Oui, parce que c'était toujours un problème. Donc on savait que, bon, entre le match de la Coupe et la reprise, il y avait eu quand même... il y avait eu quand même pas mal parce que j'avais eu des problèmes de claquage de la cuisse. J'avais repris trop tôt parce que l'équipe en avait besoin. La fin s'est produite j'ai eu 3 claquages. Chaque fois, au même endroit, chaque fois je reprenais trop vite pour le bien de l'équipe, enfin pour aider. Et le dernier match à Nice. Et à Nice, il y a... Parce que j'arrivais à me... Parce qu'il ne fallait pas que je sprinte violemment, quoi. Alors je jouais... Allez gérer un peu le... Ouais, je gérais. Mais là, je n'ai pas géré, parce qu'il y a Jean-Luc qui m'envoie... je suis au rond central, il m'envoie un ballon assez tendu. Et derrière, il y avait Katalinski et Adams. C'est 2 montagnes.
Et le ballon, il vient comme ça. Et je les sens les deux venir. Je dis, putain, j'ai dit, ils vont me tuer. Mais le ballon, il est bien et j'arrive à pousser le ballon et à les lober. Les lober tous les deux. Et je me retourne et eux, ils passent comme ça. Et je vois le but tout seul. Et là, je ne réfléchis pas. Et là, je démarre, comme un fou. Et là, alors, putain, on aurait dit qu'il y avait un gars qui était dans la tribune qui me donnait un coup de fusil. Là, ça a été fini. C'est un peu la faute de Jean-Luc Ettori, en fait. Votre fin de carrière. On peut le dire comme ça. Non, c'est la faute aux deux autres là, qui sont venus comme des fous.